cette présentation aujourd'hui, le titre, c'est « Contrôler le radon dans les nouvelles constructions au Canada ». Et surtout, qu'est-ce qui sont les exigences des codes de construction, soit le Code national du bâtiment 2015 ou le Code de construction du Québec 2015. Et il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis le 2010, les versions 2010. C'est essentiellement les mêmes exigences qu'on voit dans la version 2015. Ça va changer, comme j'ai mentionné, pour la prochaine version, parce qu'on s'est aperçu avec les groupes de travail qu'il y avait des petits problèmes là, avec ces exigences-là. Ça, on est en train de faire des révisions pour corriger les petits problèmes. Alors, on va parler surtout des meilleures pratiques et des erreurs à éviter. Parce que même si on sait qu'il y a des exigences dans les codes, souvent les entrepreneurs qui font ces genres d'installations-là ne le font pas bien. Et malheureusement, une fois que les occupants ou les propriétaires aménagent la maison et mesurent pour le radon, ils nous demandent d'utiliser ce qui a été installé pour corriger le problème et ça ne fonctionne pas. Donc, quand on parle de meilleures pratiques et erreurs à éviter, on va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que les entrepreneurs font, surtout dans la province de Québec, et qu'est-ce qu'il faut éviter à ce moment-là. Parce qu'il y a certaines choses que c'est pas bien fait. Donc, ce cours-là ici, c'est présenté par le Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes avec la participation financière de Services aux Autochtones Canada. Et merci beaucoup à Nathalie et André qui sont ici aujourd'hui pour ce cours-là ici pour le financement. Les sujets abordés dans ce cours, on va identifier les caractéristiques et la provenance du gaz radon. D'où ça vient, ce gaz radon-là? Parce que le radon, on dirait que c'est le nouvel terme qu'on entend souvent de nos jours. Fait qu'on va vous donner, on va vous expliquer d'où ça vient, qu'est-ce que c'est au juste. Ça a un rapport avec la santé, le radon. Et on va vous expliquer pour être capable de reconnaître les risques de santé associés au radon. Et c'est surtout le cancer du poumon. Identifier la façon dont les gaz de sol qui incluent le radon, parce que c'est un gaz qui vient du sol, fait qu'incluant le radon qui s'infiltre à l'intérieur d'un bâtiment. Décerner les méthodes qui permettront de réduire les infiltrations de gaz de sol, surtout durant la construction, parce qu'il y a certaines choses qu'on peut faire durant la construction qui vont minimiser cette infiltration de radon à l'intérieur des bâtiments, quand c'est bien fait. Et c'est ça le gros bobo de nos jours, souvent c'est pas bien fait. Et on se ramasse avec un problème de radon. Et en cours de route, on va reconnaître les exigences des codes de construction. Comme j'ai mentionné, le Code national du bâtiment, la version 2015 et le Code de construction du Québec 2015. Donc, c'est les sujets qu'on va aborder dans ce cours aujourd'hui. Les effets du radon et ses produits de désintégration du radon sur la santé. On en a parlé ici. Premièrement, d'où vient le radon? Donc, le radon provient de la désintégration naturelle de l'uranium et du radium dans le sol. Et ça se trouve partout dans le monde. L'uranium et le radium, ça se trouve être dans la croûte terrestre. Et il n'y a pas d'endroit dans le monde qu'on peut dire qu'il y a zéro radon. Souvent, on attend parler des gens, là, moi, je ne suis pas dans une zone reconnue pour avoir du radon, j'en ai pas dans ma maison. C'est pas vrai. Toutes les maisons au monde, ils ont un certain niveau de radon à l'intérieur. La grosse question, est-ce que ça dépasse la ligne directrice dans notre Code Canada, la ligne directrice de Santé Canada? Aux États-Unis, ils ont une autre ligne directrice qui est différente de celle du Canada. Chaque pays, ils ont leur propre ligne directrice. On sait que toutes les maisons, il y en a du radon. Grosse question, est-ce que ça dépasse la norme à ce moment-là? Et ça se déplace généralement à partir du sol jusqu'à l'air ambiant. Donc, ça sort du sol.
Et c'est là, quand ça sort à l'extérieur, ça va se faire diluer rapidement dans l'air. Mais quand ça s'infiltre à l'intérieur de la maison, ça s'accumule à des niveaux qui peuvent devenir dangereux pour la santé. Parce que de nos jours, on a tendance de construire nos maisons très, très, très étanches. Et quand quelque chose s'infiltre à l'intérieur, elle a tendance de rester à l'intérieur pour de très longues périodes de temps. C'est rendu même au point où on peut dire que l'air le plus pollué qu'on va respirer, c'est dans nos propres maisons de nos jours. Il faut, les maisons sont trop étanches. Même les codes de nos jours exigent d'avoir une ventilation mécanique, des échangeurs d'air, parce que l'air à l'intérieur ne se change pas naturellement. Là. Pas comme anciennement. Si on recule peut-être 40, 30 ans passés, nos fenêtres, comme exemple, n'étaient pas la même qualité qu'on voit aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'infiltration d'air qui rentrait à l'intérieur naturellement. Ce n'est pas le cas de nos jours. Donc, de nos jours, il faut avoir un système d'échangeur d'air pour faire rentrer l'air frais à l'intérieur de la maison parce que ça ne rentre plus naturellement. Les caractéristiques du radon, premièrement, c'est un gaz. C'est radioactif. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de quelque chose qui est radioactif? On veut tout simplement dire que spontanément, ça va se désintégrer et ça va changer en autre chose. Donc, quand on parle de n'importe quoi qui est radioactif, c'est un peu ça. À un moment donné, ça va se désintégrer, ça va relâcher de l'énergie dans le processus et ça va changer en autre chose. Et on va voir dans quoi que ça va changer dans les prochains diapos. C'est inerte. Ça veut dire que ça ne se produit aucune réaction chimique. On ne peut pas mettre quelque chose dans l'air pour l'enlever, en autre mot. Il n'y a rien qui se mélange avec le radon. On appelle ça un gaz rare. Non chargé. Donc, ça n'a pas une charge électrique statique. Dans certains cas, on a certains éléments, certains ions qui ont une charge électrique qui agit un peu comme un aimant. Et on peut mettre quelque chose dans l'air, dans ces cas-là, pour l'attirer. Vu que ça a une charge électrique comme un aimant, on peut mettre quelque chose dans l'air qui va les attirer et les garder en place. Dans le cas du radon, ça n'a aucune charge statique. Donc, on ne peut pas, dans ce cas-là, enlever le radon dans l'air en utilisant cette technique-là. Non perceptible par les sens, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas le goûter. On ne sait pas c'est là. La seule manière qu'on peut savoir si on a du radon, c'est de mesurer pour le radon. Et je vais vous montrer un petit bidule tantôt, comment est-ce qu'on fait pour mesurer pour le radon. Bien que d'origine naturelle, il y en a partout dans le monde, ça sort même à l'extérieur, on a du radon. Si on sortirait avec des appareils pour mesurer le radon, on verrait qu'à l'extérieur, il y en a même. Sauf qu'à l'extérieur, quand ça sort de la terre, c'est dilué très rapidement dans l'air à ce moment-là. Donc, c'est des niveaux quand même très, très bas à l'extérieur. Ce n'est pas le cas à l'intérieur des maisons. Parce que vu qu'on construit des maisons très, très étanches, quand ça s'infiltre à l'intérieur, ça reste là pour des longues périodes de temps et ça s'accumule. Et c'est là où ça peut s'accumuler à des niveaux qui sont dangereux pour la santé, où ça dépasse la ligne directrice de Santé Canada. Et c'est la manière qu'on construit notre maison, la manière qu'on a conçu la maison et le mode d'occupation du bâtiment qui fait en sorte que ça s'infiltre à l'intérieur. Et ça, je vais vous expliquer en cours de route, là, comment ça fait pour s'infiltrer à ce moment-là. On a parlé tantôt radioactif. Dans le cas de radon, et on sait, comme j'ai mentionné tantôt, quand on parle de radioactif, on dit que spontanément, ça va se désintégrer et ça va relâcher de l'énergie dans le processus. Et ça va changer en autre chose. Dans le cas de radon, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une partie du noyau. Et on voit à gauche ici le graphique ou une photo d'un atome. Tout le monde a déjà vu ça. C'est ce genre de petite photo-là, la description d'un atome.
Et qu'est-ce qui se passe avec le radon? C'est qu'il y a un morceau qui va partir du noyau, qui va être éjecté du noyau. Et c'est ça qu'on appelle une désintégration alpha ou rayonnement alpha. Et on peut faire référence à cette particule-là comme une particule alpha. Et cette particule-là contient toujours 2 protons et 2 neutrons. Et qu'est-ce qui détermine une telle ou telle atome ou un élément? C'est le nombre de protons qu'on a à l'intérieur du noyau. Et quand on perd 2 protons, c'est plus considéré comme un radon à ce moment-là. C'est autre chose, ça a changé. Donc, le radon, comme exemple, elle contient toujours 86 protons à l'intérieur de ce noyau-là. Et quand à part cette particule alpha-là qui contient 2 protons et 2 neutrons, à ce moment-là, qu'est-ce qui reste? C'est 84 protons à l'intérieur de ce noyau-là. Donc, c'est changé. Ça devient le polonium. Et le polonium, c'est un métaux. On appelle ça un métaux lourd. Donc, c'est quelque chose quand même qui est très drastique, là. On a un gaz qui va se changer dans un métaux qui s'appelle le polonium. Et le polonium qui est radioactif aussi, elle aussi, elle va relâcher une particule alpha puis elle va changer à autre chose. Fait que c'est un processus qui change continuellement, là. Pour nous, cette particule alpha-là, c'est ça qui est dangereux pour notre santé. Et je vais expliquer un petit peu plus loin pourquoi, là. Mais je peux comparer ça pour essayer de visualiser qu'est-ce qui se passe dans le monde atomique, là. Je vais faire référence un peu à du popcorn. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire cuire du popcorn? C'est qu'on va prendre une petite graine de maïs jaunâtre. On va mettre ça dans un plat de cuisson avec de l'huile. On va chauffer l'huile. Et à un moment donné, cette graine de maïs-là, elle va éclater. Elle va former un morceau de popcorn. Et dans le processus, elle va relâcher de l'énergie aussi. Suffisamment d'énergie pour faire grocher cette morceau de popcorn à l'extérieur du plat de cuisson. C'est un peu ça qui se passe avec le radon. Vous allez avoir quelque chose qui va se désintégrer, un peu comme cette graine de maïs-là. Ça va relâcher de l'énergie et ça va changer à autre chose. Quand on regarde le popcorn avec la graine de maïs originale, il ne se ressemble plus. C'est complètement différent. C'est plus la même couleur, ça n'a plus la même forme, ça n'a plus le même goût, etc. Ça a complètement changé. Et c'est un peu ça qui se passe avec le radon. Ça a complètement changé. C'est un gaz, puis à un moment donné, ça change dans un métaux. Donc, c'est le processus naturel. Quand on parle de quelque chose de radioactif, c'est un peu ça qui se passe. Ça va relâcher de l'énergie et ça va changer. Maintenant, cette particule-là, dans le monde atomique, on peut comparer ça un peu à un boulon de canon. Un boulon de canon, c'est gros, c'est pesant, ça ne va pas très loin, mais quand ça frappe quelque chose, ça fait beaucoup de dégâts. Et dans le cas du radon, quand on respire le radon et cette désintégration se produit à l'intérieur de nos poumons, cette particule alpha qui est relâchée va frapper des cellules vivantes à l'intérieur de nos poumons. Et c'est sûr que ça va endommager des cellules. Donc, on va parler un petit peu plus loin, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Ici, je vais vous montrer un petit vidéo. Ça a été filmé dans les bureaux de Santé Canada à Montréal. Ils ont construit une chambre à brouillard. Et à l'intérieur, qu'est-ce que vous allez voir? C'est les particules alpha. Ils ont comme un aquarium qu'ils ont construit et ils ont injecté du radon à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous allez voir dans la vidéo? C'est des particules alpha qui sont relâchées dans l'air. Je vais faire jouer la vidéo, vous allez voir ça. Laboratoire de Santé Canada.
Isabelle Vézina observe un curieux spectacle. La désintégration du radon. Le radon, habituellement, dans l'environnement, on ne le voit pas, il est incolore, inodore. Il émet un rayonnement cependant. Et ce qu'on peut voir ici, c'est ce rayonnement-là. C'est dans des conditions très particulières. Particulière, en effet. La chambre à radon repose sur de la glace sèche. On a versé de l'éthanol à sa base pour créer une vapeur d'alcool dans la chambre. Puis, on a injecté de l'air qui contient du radon. On a un environnement qui est super saturé en éthanol et le radon, lorsqu'il se désintègre, il émet une particule alpha. Et cette particule alpha-là va ioniser la vapeur et créer des points de condensation. Donc, ce qu'on voit vraiment là, c'est la traînée de condensation. Chacun de ces petits éclairs blanchâtres correspond aux innombrables bombardements des particules alpha émises par le radon. Le radon se disperse dans les poumons. Il continue d'émettre de l'énergie sous forme de particules alpha qu'il bombarde dans toutes les directions. Ces particules peuvent endommager l'ADN des cellules bronchiques. Elles deviennent alors plus susceptibles de se transformer en cellules cancéreuses. Il est le résultat de la dégradation de l'uranium, présent un peu partout dans la croûte terrestre. Ces émanations varient beaucoup, d'une localité ou d'un site à l'autre. Cela dépend de la géologie locale. Mais c'est par les canalisations et les fractures dans le béton que le radon s'infiltre dans une maison. Deux maisons, même voisines, peuvent présenter des concentrations de radon complètement différentes. Cela dépend de la nature et de la porosité du sol sous la maison, mais aussi de l'état de la fondation. Les infiltrations de radon vont aussi être influencées par d'autres facteurs. 200 becquerels par mètre cube, cela correspond à 200 de ces irradiations à chaque seconde, dans chaque mètre cube d'air. C'est un risque et qu'il y a des solutions, mais il faut faire quelque chose. Et les actions pour réduire les concentrations de radon sont bien connues. Colmater des brèches ou installer un système qui permet d'aspirer le radon sous la dalle de béton et de l'évacuer. Donc ici, là, juste pour vous peut-être parler un petit peu plus de ce qu'ils ont identifié dans la vidéo, c'est qu'on parle d'une traînée en arrière. C'est un peu comme quand on regarde les airs là, dans le ciel là, et on voit un avion passer par-dessus de notre tête et on voit une traînée blanche en arrière de l'avion. C'est de la condensation. Qu'est-ce qu'on voit dans cet aquarium-là? C'est un peu la même chose. Quand la particule alpha est relâchée de l'atome et elle voyage dans l'air, ça fait comme la même chose qu'on voit en arrière de l'avion. Ça fait comme une traînée là, blanchâtre de condensation. On dit que le radon, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas le goûter. Mais avec l'aquarium, la chambre à brouillard qui a été construit avec Santé Canada, on le voit, les résultats. Tu sais, on voit qu'est-ce que ça a de l'air. On sait que ça ne va pas loin, peut-être 1-2 cm à travers de l'air. Mais quand on respire le radon et c'est pris dans nos poumons et il y a cette désintégration-là, c'est là que, comme je te dis, cette particule-là va frapper les cellules vivantes et ça va endommager les cellules vivantes. Donc ici, c'est très visuel là, comme résultat. Maintenant, quand on parle de l'unité de mesure pour mesurer la radiation qui vient du radon, on utilise l'unité de mesure becquerel par mètre cube. Et un becquerel égale à une désintégration par seconde. On a parlé dans la vidéo, si on parle de 200 becquerels par mètre cube, qui est, en passant, la ligne directrice de Santé Canada. Il ne faut pas dépasser. À ce moment-là, on parle de 200 de ces désintégrations-là dans l'air à chaque seconde pour 1 mètre cube d'air. Je vais vous donner ici comme exemple, si vous êtes dans un bureau, vous êtes devant votre ordinateur, et si la grosseur de votre bureau est, mettons, 12 pieds par 12 pieds par, mettons, avec un plafond de 8 pieds.
on va convertir ça en mètres, puis on va arrondir. Fait qu'on va dire 4 mètres par 4 mètres par 2,4 mètres de haut. Ça serait la grandeur de ton bureau. Et si vous avez, vous êtes juste en dessous de la ligne directrice de Santé Canada, mettons à 180, vous ne dépassez pas le 200, je vais vous calculer le nombre de ces désintégrations-là que vous allez avoir tout autour de vous présentement. Là. Si on se parle, là, et si vous avez 180 dans votre bureau, je vais prendre 4 mètres, multiplié par 4 mètres, multiplié par 2,4 pour la hauteur des plafonds. Ça donne 38,4 mètres. Et si on dit, vous avez 180 becquerels par mètre cube, on va multiplier ça par 180. Et ça donne 6912 désintégrations par seconde, tout autour de toi présentement. Vous ne dépassez pas le 200, vous êtes juste un petit peu en dessous, vous ne dépassez pas la ligne directrice. On a 6912 par seconde. Et combien que ça fait chaque minute? On va multiplier ça par 60. Et ça donne 414 720 désintégrations tout autour de vous, présentement, à chaque minute. Je vais répéter. 414 712 désintégrations du radon tout autour de vous, présentement, dans votre bureau. C'est quoi les chances que vous allez en respirer? Des grosses chances. Tout le monde, c'est sûr que vous allez respirer du radon à un moment donné. Plus qu'il y en a, plus que vous allez en respirer. Donc, même si vous êtes en dessous de 200, ça ne veut pas nécessairement dire qu'à 180, vous êtes safe. Quand ça vient pour le radon, il n'y a aucun niveau qu'on peut dire que c'est sécuritaire. Les risques, quand on parle de 200 becquerels, c'est la ligne directrice de Santé Canada, c'est où est-ce que le risque est acceptable. Donc, le nombre de morts qui sont reliés avec le radon est acceptable à ce moment-là. La puissance pénétrante relative. Et quand on parle de rayonnement, normalement, on va parler de 3 types de rayonnement. Dans le cas du radon, c'est le rayonnement alpha, ou une particule alpha. On peut parler aussi du rayonnement bêta et du rayonnement gamma. Et quand on parle de protection, la particule alpha, elle va passer à travers une feuille de papier, mais notre peau comme telle, le peau qu'on a sur notre corps, c'est une bonne protection contre les particules alpha. Fait que ces particules alpha-là, ça ne traversera pas notre peau. Mais quand on respire le radon, et cette désintégration-là se produit à l'intérieur de nos poumons, on n'a pas cette protection-là. On n'a pas ce peau-là. Et c'est pour ça que les risques de santé reliés au radon, ce n'est pas d'autres sortes de cancers autres que le cancer du poumon, qui est prouvé présentement. Dans le cas du rayonnement bêta, c'est une très petite particule qui voyage très, très rapidement, comparativement à la particule alpha. Elle va traverser notre peau. Et rayonnement gamma, elle va traverser même le béton. C'est de l'énergie pure à ce moment-là. Donc, encore là, c'est un peu où est-ce qu'on va en venir avec le radon. Notre peau, c'est une bonne protection contre les particules alpha qui sont relâchées, le rayonnement alpha, mais on n'a pas cette protection-là à l'intérieur des poumons. Qu'est-ce qui se produit à l'intérieur de nos poumons? On a vu ça dans la vidéo un petit peu, là, mais je vais vous donner un petit peu plus de détails. Fait que le radon, quand on le respire, et on parle ici de radon et les produits de désintégration du radon. On a vu au début, là, ça se change en polonium. Le polonium, c'est un métaux. Quand on respire le radon, on l'aspire, on expire. On l'aspire, on expire. On l'aspire, on l'expire. Et pour que cette désintégration de radon se produise exactement quand l'air va être dans nos poumons,
le risque est quand même assez petit. Les produits de désintégration du radon, les polonium par contre, c'est des métaux. Et quand on l'aspire, ça va venir rester collé à l'intérieur de nos poumons, dans la couche muqueuse qu'on a à l'intérieur de nos poumons. Et là, elles aussi, là, sont radioactives. Ils vont relâcher une particule alpha aussi. Fait que eux, vu qu'ils sont pris dans nos poumons, quand ils vont relâcher cette particule alpha, c'est sûr qu'elle va venir frapper les cellules vivantes. Maintenant, quand ça va frapper la cellule vivante, ça va faire une de trois choses. Ça va probablement, dans certains cas, tuer la cellule. Les cellules qui meurent, ce n'est pas la fin du monde. Parce que nous, on a des cellules qui sont continuellement en train de mourir dans notre corps et des nouvelles cellules qui vont se régénérer pour remplacer la cellule qui vient juste de mourir. Un bon exemple. On va pour aller donner du sang à la Croix-Rouge. Si nos cellules blanches et rouges de sang ne se reproduiraient pas, à ce moment-là, on donnerait du sang 3 fois puis on serait mort. On sait que ce n'est pas le cas. Fait qu'on sait que c'est dans notre corps, les cellules rouges et blanches qui sont parties vont être remplacées par des cellules rouges et blanches qui vont se régénérer à ce moment-là pour remplacer les cellules qui sont parties. On parle 50 à 60 cheveux par jour. Ces cheveux-là sont remplacés. Il va y avoir des cellules qui vont se régénérer pour remplacer les cheveux qu'on a perdus jusqu'à un certain point. Fait que, le fait que cette particule alpha-là frappe une cellule et la tue, pas la fin du monde. Maintenant, ça peut aussi frapper la cellule. Et si ça frappe la cellule dans mettons, une partie de la cellule qui n'est pas trop critique, la cellule elle peut se réparer, un peu comme notre corps. On va se couper, bien, notre corps va se réparer à ce moment-là. Encore là, pas la fin du monde. Maintenant, le gros danger, et ici, je vais peut-être vous donner comme exemple pour que ça soit un petit peu plus visuel. Mettons que la particule alpha frappe une cellule dans le cerveau. Mettons la tête de la cellule. Et que la cellule survit. À ce moment-là, il y a du danger que ça vienne endommager l'ADN de la cellule. Et si l'ADN de la cellule est endommagé, c'est là qu'il y a un problème. Rappelez-vous que nous, la personne qu'on est aujourd'hui, on a eu une partie de notre ADN de notre mère et on a une partie de notre ADN de notre père. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on a les cheveux bruns, les yeux bruns, on a 2 bras, 10 doigts, 2 jambes, etc. Ça fait en sorte de qui est qu'on est aujourd'hui. Quand l'ADN est endommagé, et dans le cas de cette cellule qu'on voit dans notre poumon, si la cellule a survécu et l'ADN a été endommagé, qu'est-ce qui va se produire? C'est quand elle va se régénérer pour remplacer une cellule qui vient juste de mourir. La nouvelle cellule, à ce moment-là, on peut se ramasser avec une cellule qui a 4 yeux, 4 bras et une jambe. À ce moment-là, on dit qu'elle va avoir subi une mutation. Et la définition d'une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui a subi une mutation. Et dans certains cas, cette cellule-là peut devenir plus forte que les cellules ordinaires et elle peut grossir et devenir des masses cancéreuses à ce moment-là. Ça peut être le déclenchement du cancer des poumons. C'est là que tu peux te ramasser avec des masses. S'il y a une cellule qui a été frappée par une particule alpha, la cellule a survécu et que l'ADN a été endommagé. À ce moment-là, quand elle va se régénérer, la nouvelle cellule peut subir des mutations. On voit ça de nos jours, là, les 2 dernières années avec le virus du corona. On sait que certains virus ont subi des mutations et les nouvelles variants qu'on appelle
dans certains cas, peut devenir plus contagieux, plus virulent. Donc, c'est un peu la même chose qui arrive dans notre corps. On peut se ramasser avec des cellules qui deviennent plus fortes que les cellules normales et ça peut développer en masse à l'intérieur, des masses cancéreuses à ce moment-là. Donc, rappelez-vous qu'une cellule cancéreuse, la définition, c'est une cellule de notre corps qui a subi une mutation. Et c'est ça qui est le lien avec le radon et le cancer du poumon. Les dommages aux cellules peuvent être de type physique ou chimique à ce moment-là, qui viennent affecter le ADN. Pour mesurer le radon, on utilise ici un petit dosimètre. Et je vais juste arrêter ma présentation, je vais vous en montrer un. Qu'est-ce qu'on voyait dans l'écran? C'est un peu ça ici, là. Si vous voulez faire du mesurage dans votre communauté, vous allez peut-être utiliser ce genre de petit dosimètre-là ici, de radon. On appelle ça d'un type alpha-3. Maintenant, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Ça, c'est le couvercle, je viens d'enlever. À l'intérieur, qu'est-ce que vous avez? C'est tout simplement une petite pellicule de plastique. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur ici. Maintenant, la manière que ça fonctionne, c'est que le radon, quand ça rentre dans cette dosimètre-là ici, elle va relâcher des particules alpha. Les particules alpha vont frapper la pellicule de plastique et ça va faire une trace. Ça va faire une marque. C'est pour ça qu'on les appelle des dosimètres à trace alpha. La question qu'on doit se poser de nos jours, c'est si cette particule alpha-là peut faire une marque sur un morceau de plastique, imagine-toi donc qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de nos poumons. Donc, c'est une technique simple, coûte pas cher et ça mesure le radon très, très bien à ce moment-là. Donc, on le voit ici, qu'est-ce que je viens juste de vous montrer. Quand on l'envoie au laboratoire, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont enlever le morceau de pellicule de plastique qui est à l'intérieur. Ils vont le mettre en dessous d'un microscope et ils vont compter les marques qu'il y a sur la pellicule de plastique. Et dépendamment des nombres de marques qu'il va y avoir sur la pellicule, ils vont être capables de vous donner les niveaux de radon qui étaient dans la pièce où ce que vous avez mesuré. C'est de même que ça fonctionne. Encore là, je me répète, si cette particule alpha-là peut faire des marques sur un morceau de plastique, imagine-toi donc qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vos poumons. Le tabac au Canada reste la cause principale pour le cancer du poumon. Le radon, c'est la deuxième cause principale pour le cancer du poumon. Pour les fumeurs. Pour les non-fumeurs, le radon est la cause numéro 1 pour le cancer du poumon. Si vous connaissez quelqu'un qui n'a jamais fumé de leur vie et a eu le cancer du poumon, il y a des bonnes chances que c'était relié au radon. Le tabac et le radon, les hauts taux de radon, je vais vous dire que le risque n'est pas additionné ensemble, c'est multiplié ensemble. Vous allez augmenter, tripler, quadrupler votre risque si vous êtes un fumeur et vous avez des hauts taux de radon en plus. Et on sait que dans bien des communautés, il y a beaucoup de monde qui sont des fumeurs. Si vous avez des hauts taux de radon, ça ne fonctionne pas ensemble. Donc, c'est quelque chose, il faut être conscient de ça. C'est estimé que 16% des cancers du poumon au Canada peuvent être reliés directement au radon. Et ça représente environ 3200 décès par année reliés au cancer du poumon relié au radon. Donc, ça fait quand même beaucoup de décès par année. Et dans bien des cas, on peut minimiser ce risque-là en utilisant des techniques, surtout quand on construit de nouvelles constructions, pour minimiser l'infiltration du radon à l'intérieur. On va parler beaucoup de ça
aujourd'hui. Marcel, Oui, ça touche à une question. Il a la main levée. oui, Est-ce qu'on peut? Merci. oui, oui, oui. Bonjour Marcel. Bonjour. Marcel, pour le bénéfice de tout le monde, la petite POC noire que tu as montrée, là, le 12 mètres, à Oui. quelle place qu'on peut se la procurer? OK. Il y a différents endroits. Tu peux acheter ça de l'Association pulmonaire du Québec. Tu peux acheter ça de CAA Québec. Il y a aussi une grosse compagnie aux États-Unis qui s'appelle AccuStar, qui ont un distributeur au Québec même, à la ville de Québec, qui s'appelle AccuStar Canada. Donc, c'est quelque chose, à un moment donné, là, je peux peut-être, écoute, je vais le mettre dans le chat présentement. Bon. Je vais juste écrire l'adresse pour tout le monde. C'est www.accustarcanada.ca. Je ne sais pas si c'est CA ou COM, mais c'est AccuStar Canada. Tu peux les envoyer un courriel ou tu peux aller voir sur le site. Vous pouvez les commander directement des autres à ce moment-là. C'est le distributeur pour AccuStar à travers le Canada. Et c'est le fun parce qu'ils sont justement à Québec même. Marcel, moi j'ai déjà cherché et je n'avais pas trouvé. Ça fait que là, c'est bien que tu nous renseignes là-dessus. Je ne sais pas si tu connais le kit d'analyse fait par First Alert. C'est du charbon, ça, ou c'est? Au charbon, effectivement. Moi, je OK. l'ai utilisé, là. Oui. Ça fonctionne aussi, mais je pense que celui dont tu nous parles est encore supérieur. Hein? Oui. Qu'est-ce qui arrive, c'est que First Alert, vu que c'est du charbon activé qu'à l'intérieur, c'est bon seulement pour faire des tests à court terme. On parle ici entre 2 et 7 jours. Et avec ces bidules-là, il faut qu'on le retourne au laboratoire dans une période d'au moins 48 heures. Sinon, dans bien des cas, ça ne serait pas valide. On n'a pas de laboratoire au Canada qui peut faire l'analyse du charbon activé. Donc, il faut l'envoyer à un laboratoire aux États-Unis. Et c'est ça le gros bobo. Des fois, ça ne se rend pas là à temps. Donc, les données, des fois, qu'ils vont vous donner, n'est pas toujours qu'est-ce qui est le plus précis. Le test qui est recommandé par Santé Canada, c'est un test à long terme, d'au moins 91 jours jusqu'à 1 an. 91 jours jusqu'à 1 an, de 3 mois minimum, en autre mot. Et la raison de ça, c'est que le radon, dans une journée typique, là, va changer d'une heure à l'autre, d'une journée à l'autre, entre le jour et le soir. Fait que pour comme éliminer un peu ces variations-là, plus longtemps qu'on peut faire notre test, mieux que ça va être. Donc, Santé Canada recommande des tests à long terme. Si vous voulez faire du mesurage dans votre communauté, comme exemple, prenez-vous d'avance parce que c'est des tests de long terme de 3 mois et plus, typiquement durant la saison de chauffage. C'est à ce moment-là qu'on commence à fermer toutes les portes et les fenêtres des maisons. Et c'est là que ça peut s'accumuler à des niveaux qui sont dangereux pour la santé. Durant l'été, ce n'est pas recommandé parce que souvent, les gens ils ont des fenêtres ouvertes. Les niveaux, on laisse rentrer de l'air frais de l'extérieur, donc ça vient diluer les niveaux à l'intérieur. Ce n'est pas vraiment représentatif à ce moment-là. Donc, c'est des tests long terme qui sont recommandés par Santé Canada. L'autre test, ça peut vous donner un aperçu, mais le vrai test, surtout si on demande du financement au ministère, ils vont vous demander de faire des tests à long terme. Puis, c'est ça qui est recommandé par Santé Canada aussi. Donc, c'est ça qu'il faut planifier pour dans ce cas-là. Bonne question en passant. Hermélia, est-ce que vous voyez toujours ma présentation à l'écran? Oui. Oui, OK. Bon, c'est beau. Des fois, je parle, puis je n'ai pas ma présentation à l'écran. Donc, comment le radon pénètre dans une maison? On l'a vu un petit peu dans la vidéo aussi. Fait que ça vient du sol.
Donc, n'importe quelle ouverture, fissure, craque, trou que vous avez dans votre dalle de béton ou dans le mur de fondation, il y a du potentiel que le radon s'infiltre à l'intérieur de votre maison. Si vous avez des puits dans votre communauté, c'est possible que vous avez aussi, dans certains cas, du radon qui va rentrer par votre eau de puits. Dans mon cas, moi, je travaille beaucoup dans une municipalité juste au nord d'Ottawa, Gatineau, Ottawa. Et on a une municipalité qui ont beaucoup de radon dans l'eau. Et on parle des niveaux là, qui peuvent jouer entre 1 million à 5 millions de becquerels par mètre cube dans l'eau. Donc, ça vient quand même influencer là, les niveaux de radon à l'intérieur. Donc, n'importe quel temps qu'on a une partie du mur ou du plancher qui touche au sol, même avec des maisons là, avec une dalle sur le sol, il y a du potentiel que le radon s'infiltre à l'intérieur de la maison à ce moment-là. Comment est-ce que le radon s'infiltre à l'intérieur des bâtiments? On peut comparer ça un peu à une montgolfière. Et qu'est-ce qu'on fait avec une montgolfière? C'est qu'on va réchauffer l'air à l'intérieur de la montgolfière. L'air chaud, qui se trouve être plus léger, moins dense que l'air froid, va monter dans le haut de la montgolfière. Et c'est ça, en réalité, qui va faire une poussée qui va faire monter la montgolfière dans les airs. Quand on chauffe un bâtiment en hiver et toutes les portes et les fenêtres sont fermées, le même effet se produit. Toute notre masse d'air chauffée va voyager tranquillement vers nos plafonds. Et les plafonds, c'est jamais étanche à 100%, même les nouvelles constructions. Il y a toujours des petites ouvertures autour des luminaires, des coins de mur, autour des fenêtres. Les électriciens ont fait des trous passer leur fil, plombiers ont fait des trous passer leur tuyau, trappe de grenier, etc. Fait que tu peux imaginer cette masse d'air chaud qui voyage tranquillement vers vos plafonds et éventuellement, ça va trouver une ouverture pour s'évader à l'extérieur, souvent par votre grenier à ce moment-là. Durant la période de chauffage, le mouvement de cette masse d'air chaud qui voyage vers vos plafonds, c'est continuellement en mouvement vers le haut. Et ça fait en sorte que votre maison devient comme une grosse aspirateur qui fait une succion dans le plus bas niveau de votre maison. On appelle ça l'effet cheminée naturel d'une maison. Et toutes les maisons qu'on chauffe au Canada, ils ont cet effet de cheminée qui va faire une succion dans le plus bas niveau de votre maison. Et c'est cette succion-là qui va faire en sorte que ça va aspirer le radon par n'importe quelle petite fissure, craque, trou que vous avez dans votre dalle de béton à ce moment-là. Un des endroits propices pour que le radon s'infiltre à l'intérieur de votre sous-sol, c'est une craque qui se forme entre le mur de fondation et le rebord de votre dalle de béton. Et la raison de ça, c'est que originalement, quand ils ont coulé votre dalle de béton au sous-sol et a commencé à chasser, il y a comme un retrait qui s'est produit. Donc, on se ramasse avec une craque entre le mur et le rebord de votre dalle de béton. Souvent, cette craque-là, il n'est pas très, très large, peut-être 1/16e de pouce. Mais à 1/16e de pouce, ça voudrait dire qu'à tous les 16 pouces, on a une ouverture équivalente d'1 pouce carré. Et quand on mesure tout le périmètre au complet, cette craque-là peut représenter une ouverture qui est peut-être 1 pied par 1 pied, où ce que le radon peut s'infiltrer à l'intérieur de votre bâtiment. Si vous avez une salle de bain au sous-sol et que vous avez un bain ou une douche dans cette salle de bain-là, le plombier va laisser un beau gros trou d'environ 16 pouces par 16 pouces en dessous du bain ou de la douche pour lui permettre d'aller installer le pitrat, le siphon, en dessous du bain de la douche. Souvent, ce trou-là, il n'est pas scellé une fois qu'il a fini ses travaux. Donc, on se ramasse avec un autre beau gros trou d'à peu près 16 pouces par 16 pouces où le radon peut s'infiltrer à l'intérieur de votre sous-sol. Si vous avez des fissures, dans votre dalle de béton, c'est rare qu'on n'en a pas, c'est un autre endroit où le radon peut s'infiltrer. Si vous avez des poteaux de métal qui supportent votre poutre principale du rez-de-chaussée, souvent ces poteaux-là sont creux et ils traversent la dalle de béton. Souvent, c'est un autre endroit par l'intérieur de ces poteaux-là que le radon peut s'infiltrer à l'intérieur de votre bâtiment. Donc, on voit essentiellement qu'il y a beaucoup d'endroits
où ce que le radon peut s'infiltrer à l'intérieur de votre sous-sol. Typiquement, quand on parle ici, surtout quand on a une maison existante, parce que nous, on fait surtout beaucoup de travaux dans les maisons existantes. Pour corriger un problème de radon, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va faire un trou de 5 pouces à travers la dalle de béton. Normalement, on va mettre ça dans un endroit caché, dans une chambre fournaise, chambre mécanique, salle d'eau, salle d'entreposage, etc. On va installer des tuyauteries dans ce trou-là qu'on va faire. On va bien sceller notre tuyauterie où ce que le tuyau passe à travers la dalle de béton. On va monter notre tuyauterie verticalement, peut-être à 4-5 pieds du plancher. Et là, on va y installer un ventilateur de radon. Et le ventilateur de radon, c'est à peu près la grosseur d'un ballon de basketball. C'est pas gros. Ensuite, on va continuer la tuyauterie jusqu'à l'extérieur, soit monter au toit ou de nos jours, soit sortir par le mur de fondation. Qu'est-ce qu'on veut accomplir avec ce ventilateur-là? C'est qu'on veut créer une succion en dessous de la dalle de béton qui va être plus fort que cette succion que vous avez à l'intérieur avec cet effet de cheminée. C'est un peu comme un tir à la corde. Celui qui va tirer le plus fort, c'est lui qui va gagner la bataille. Donc, si on peut créer cette succion qui est plus forte au-dessous de votre dalle de béton, on va empêcher le radon de s'infiltrer à l'intérieur de votre bâtiment à ce moment-là. Donc, c'est les principes de base de ce qu'on appelle un système de dépressurisation sous dalle. C'est ce qu'on va accomplir là, avec un système de radon à ce moment-là. C'est un peu expliquer comment le radon fait pour s'infiltrer et qu'est-ce qu'on doit faire pour corriger un problème dans les maisons existantes. Maintenant, quand on parle de nouvelles constructions, il y a des choses qu'on peut faire. Vu qu'on sait que où ça s'infiltre, il y a des choses qu'on peut faire durant la construction pour minimiser cette infiltration. Et on va voir ça. Donc ici, c'est un peu ce que j'expliquais. Votre maison devient comme une grosse aspirateur qui fait en sorte que ça fait une succion au plus bas niveau qui va faire rentrer le radon par n'importe quel petit trou, fissure, crack que vous avez dans votre dalle de béton à ce moment-là. Principe de base d'un système de dépressurisation active du sol. Fait un mouvement d'air se fait toujours d'une haute pression vers une basse pression. Ça, c'est le principe de base de n'importe quel système de ventilation. L'air va circuler entre une haute pression vers une basse pression. Fait qu'ici, on a vu tantôt la photo de gauche. On dit que le radon s'infiltre par n'importe quel petit crack que vous avez dans votre sous-sol, soit dans les murs de fondation ou la dalle de béton. Et la raison de ça, c'est qu'on a cet effet de cheminée. Okay? On dit cet effet qui fait une succion dans le plus bas niveau de votre maison. Maintenant, quand on utilise le terme succion, ou des fois, on peut utiliser le terme aussi pression négative. Quand on utilise ces termes-là, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'on fait une comparaison entre deux zones. Et celui qui a le plus faible pression, c'est le côté qu'on a succion ou c'est le côté qu'on a une pression négative. Dans ce cas ici, avec cet effet de cheminée, on dit que ça fait une succion, mais en réalité, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que ça va abaisser la pression au sous-sol. Et à ce moment-là, la pression dans le sol va être plus élevée que ce que c'est dans le sous-sol. Et c'est cette pression-là qui va pousser le radon par n'importe quel petit crack fissure que vous avez dans votre dalle de béton. Fait qu'on utilise le terme succion, mais juste pour expliquer qu'est-ce qui se passe réellement, c'est qu'on vient abaisser. Parce que la pression comme telle ne peut pas être négative. C'est quand on dit qu'on a une pression négative, ça veut dire qu'on fait une comparaison en deux zones. Et la zone où c'est le plus faible, c'est ce côté-là qu'on a une succion, ou ce côté-là qu'on a une pression négative. Fait que ça, quand on n'a pas de système d'atténuation, c'est qu'est-ce qu'on voit normalement dans une maison. Celle de droite, comme j'expliquais tantôt, on a un système d'atténuation du radon. Donc, on veut faire une succion en dessous de votre dalle de béton. Encore là, j'utilise le terme succion, mais en réalité, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on va venir abaisser la pression en dessous de la dalle de béton.
Et à ce moment-là, la pression au sous-sol va être plus élevée que ce que c'est en dessous de la dalle. Donc, la pression au sous-sol va empêcher le radon de s'infiltrer à l'intérieur de votre sous-sol. C'est ça le principe de base d'un système de dépressurisation active du sol quand on utilise un ventilateur. Comme je dis, c'est un peu comme un tir à la corde. Celui qui va tirer le plus fort, c'est lui qui va gagner la bataille. Donc, on fait toujours une comparaison entre la pression au sous-sol versus en dessous de la maison, dans le sol. Et avec un système d'atténuation, on veut essentiellement inverser cette relation-là. On veut que la pression dans le sous-sol soit plus élevée que ce que c'est en dessous de la maison. À ce moment-là, cette pression-là va empêcher le radon de rentrer. Maintenant, qu'est-ce qu'un constructeur peut faire? Parce que là, on sait comment le radon s'infiltre à l'intérieur d'une maison. Quand on construit une maison, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire l'infiltration? Essentiellement, on va vous montrer des méthodes durant la construction qui vont venir minimiser ou réduire l'infiltration du radon à l'intérieur. Et on dit toujours aux constructeurs, si vous utilisez une technique qui réduit les niveaux de radon à l'intérieur, vous allez sauver des vies. C'est quand même important d'y penser. On va parler dans les prochains diapos de qu'est-ce qu'on a dans le Code national du bâtiment présentement. Parce que quand on construit des nouvelles constructions, c'est sûr qu'on fait référence des exigences du Code national du bâtiment ou du Code de construction du Québec. Et on va voir c'est quoi les principaux objectifs qui sont dans ces codes-là. L'objectif de tous les articles qu'on voit qui a référence avec le radon, c'est quoi ces objectifs des articles qui sont dans le code? Premièrement, minimiser l'infiltration du radon dans les bâtiments. Ça, c'est des choses qu'on veut essayer de faire. Et si on a appliqué ça et on a toujours des hauts taux de radon à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a fait pour rendre pour les travaux correctifs? On va les rendre faciles et économiques pour régler le problème à ce moment-là. Donc, c'est les deux objectifs des articles qu'on va retrouver dans le Code national du bâtiment ou le Code de construction du Québec. Essayez d'empêcher le radon de rentrer et si vous avez toujours un problème de radon après, que ça soit facile et économique pour corriger le problème. Un des articles qu'on voit dans le Code national du bâtiment, on va dans la section 9.13, protection contre l'humidité, l'eau et l'infiltration des gaz souterrains. Et rappelez-vous que le radon, c'est un des types de gaz de sol qu'on peut retrouver. Donc, si on peut l'empêcher de rentrer, comme de l'eau, comme l'humidité, on va avoir compris quelque chose à ce moment-là. 9.13.1.1.1, la présente section décrit les mesures visant à empêcher l'infiltration d'eau, de gaz souterrain et de l'humidité. C'est une des sections là, qui fait référence au radon. La sous-section 9.13.4 s'applique aux murs, aux toits et aux planchers qui sont en contact avec le sol. N'importe quel temps que vous avez un mur ou un plancher ou même un toit qui touche au sol, il y a du potentiel que le radon s'infiltre à l'intérieur de votre bâtiment, vu que le radon vient du sol. Article 9.13.4, protection contre les gaz souterrains. Les mises en place des moyens pour un système de dépressurisation sous le plancher. Donc, on va tout mettre en place pour que si on a un problème de radon, on est capable d'installer un système de dépressurisation active du sol, comme on a vu tantôt dans les diapos, pour aller chercher le gaz radon en dessous de la dalle et créer une dépressurisation sous la dalle. Donc, on veut abaisser la pression en dessous de la dalle de béton pour que la pression au sous-sol empêche le radon de s'infiltrer par les cracks qu'on a dans le plancher ou des murs. C'est ça qu'on va mettre en place. Tout ce qu'on va parler dans les prochains diapos, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça soit
simple et économique pour corriger les problèmes de radon à ce moment-là. Les planchers sur sol doivent comporter les moyens nécessaires à la mise en place ultérieure de systèmes de dépressurisation, comme je viens d'expliquer sur le plancher. Et ça comprend quoi? Ça prend une couche perméable au gaz, une prise d'air et une sortie d'air conforme au paragraphe 2. C'est ça. Une couche de matériaux granulaires propre et une canalisation conforme au paragraphe 3. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'il va falloir mettre un tuyau en dessous de la dalle et il y a un bout de ce tuyau-là, ça va être pour capturer le gaz en dessous de la dalle et on va sortir un tuyau à travers la dalle, on va le caper au-dessus de la dalle en préparation que si on a un système avec un ventilateur installé, on n'a pas besoin de faire un trou à travers la dalle de béton. On a déjà un tuyau en place. Fait qu'on fait tout simplement couper le cap et on part de là. Ça devient très critique, surtout des endroits où on a des planchers radiants. Quand on vient pour faire un trou à travers une dalle de béton qui a des planchers radiants, pas toujours facile. Donc, si on a déjà un tuyau qui est en place, à bonne place, parce que c'est quelque chose qu'on va voir dans les prochains diapos. C'est très critique. S'il n'est pas à bonne place, à ce moment-là, on ne peut pas l'utiliser. Et il faut avoir de la belle pierre concassée en dessous de la dalle de béton. Fait que si on a du sable compacté, du gravier compacté, de la glaise en dessous de la dalle de béton, c'est très dur d'aller chercher le radon en dessous de votre dalle de béton d'un bout à l'autre. Donc, de la belle pierre concassée, on a beaucoup de vide, des espaces vides entre les pierres mêmes. C'est facile à ce moment-là de créer un mouvement d'air à travers cette pierre concassée-là. Donc, c'est des choses qu'on devrait mettre. Mise en place de moyens pour un système de dépressurisation sous plancher. Donc, encore, on continue. Les moyens mentionnés à l'ANEA 1 doivent comporter une couche perméable au gaz mise en place dans l'espace entre le pare-air, qui se trouve être le coupe-vapeur en dessous de la dalle de béton, et le sol, pour permettre la dépressurisation de cet espace. Donc, c'est cette pierre concassée nette qu'on met là. Une prise d'air qui permet une dépressurisation efficace de la couche. Donc, on a un tuyau avec un bout de tuyau qui est ouvert dans cette couche de pierre concassée-là. Une sortie d'air. Ça, c'est dans l'espace climatisé, donc c'est dans le sous-sol. Et on le cape. On met un cap dessus. Si on ne met pas de cap dessus, c'est une autoroute pour que le radon s'infiltre à l'intérieur de votre sous-sol. J'ai vu des cas où le contracteur il a mis du tape rouge, du duct tape, un petit cap orange, différentes choses. C'est pas ça que ça prend. Ça prend un cap collé. Pas qu'un petit jeune l'enlève, puis après ça, ben, vous avez une autoroute pour que le radon s'infiltre à l'intérieur de votre sous-sol. Permet le raccordement de l'équipement de dépressurisation. Donc, si on met un ventilateur, bien, on va partir de ce tuyau-là. Être étanchisé de manière à maintenir l'intégrité du système d'étanchéité. Cette coupe vapeur qu'on met par-dessus la pierre concassée, en dessous de la dalle de béton, c'est sûr, si on fait des trous dedans, ça va défaire qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir. Donc, si vous avez des tuyaux, des colonnes, etc., qui passent à travers cette pare-air-là ou le coupe-vapeur, il faut s'assurer que ça soit bien scellé. Donc, si on a un tuyau de plomberie qui passe à travers, il faut sceller ou que ça passe à travers ce coupe-vapeur-là, ce plastique-là. Sinon, c'est juste une autre route pour que le radon s'infiltre. C'est ça, souvent, le gros bobo de beaucoup d'entrepreneurs au Québec. Ils vont installer le plastique et ils ne s'inquiètent pas trop là, où ils vont faire des coupures, des déchirures du plastique. C'est tous des endroits où le radon peut s'infiltrer. Et s'ils ne réparent pas ça, à ce moment-là, ben, le radon va s'infiltrer. Être étiqueté de manière à indiquer clairement qu'est-ce qui est prévu uniquement pour recueillir le radon. Donc, le tuyau qu'on va passer à travers la dalle de béton, là,
c'est sûr, il faut l'identifier, c'est pour le radon. On ne veut pas qu'un plombier, à un moment donné, qui est en train de faire des rénovations dans une maison, et oui, un tuyau de 4 pouces qui sort de la dalle de béton, qui dit « Oh mon Dieu, on est chanceux aujourd'hui, notre toilette, on va être capable de raccorder notre toilette là-dessus. » C'est des choses qu'on veut éviter à ce moment-là. On doit l'étiqueter comme il faut pour indiquer que c'est seulement utilisation pour le radon. Les moyens mentionnés doivent comporter une couche de matériaux granulaires propres. Et quand on parle de matériaux granulaires propres, c'est de la pierre concassée qui ne contient pas des particules fines, pas de sable mélangé avec la pierre concassée. Là. On voit ça souvent quand ils sont dans la chargeuse là, et dans le pit là, en train de ramasser la pierre concassée. Là. Puis avec son bucket, là, il vient ramasser une demi-pelletée de sable qui est en dessous de la pile. À ce moment-là, il groche ça dans le camion et le sable fin est tout mélangé avec la pierre concassée nette. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça vient remplir les espaces vides là, entre les pierres et ça nous empêche de créer une circulation d'air facilement à travers la pierre concassée. Donc, c'est ça qu'on veut éviter. On va avoir de la belle pierre concassée nette qu'on appelle, qui n'a pas de particules fines. Il n'y a pas de sable de mélanger là, avec la pierre concassée. Et ça aussi, là, c'est une chose qu'on ne voit pas souvent. Il y a des entrepreneurs, là, ils ne savent pas qu'est-ce que ça sert, la pierre concassée en dessous de la dalle. Et pour eux autres, là, si c'est mélangé de sable ou de glaise, ce n'est pas grave. Mais pour nous, là, quand ça vient le temps d'installer un ventilateur pour créer cette dépressurisation sous la dalle, ça ne fonctionne pas à cause de ça. C'est des petits détails là, souvent que les entrepreneurs ne comprennent pas. L'ouverture inférieure de la canalisation, donc ça, c'est qu'est-ce qui va être dans la couche de pierre concassée. Puis en passant, c'est au moins 4 pouces d'épais. J'ai un entrepreneur qui m'a appelé un matin, c'était-tu 4 pouces, c'était-tu 6 pouces? Au moins 4 pouces de pierre concassée. Fait qu'on est au moins 4 pouces de pierre concassée nette, ou 100 mm. Et le bout de ce tuyau-là, il faut qu'il soit ouvert pour qu'on soit capable d'aspirer le radon. Encore là, l'eau de la canalisation, c'est pour qu'on soit capable de mettre un ventilateur si on veut, si on a un problème de radon plus tard. Et on doit avoir des étiquettes. C'est pour le radon, pas autre chose. La dépressurisation efficace, donc un système qu'on doit installer parce qu'il y a un problème de radon. On peut définir la dépressurisation efficace pour permettre la dépressurisation efficace de l'espace compris entre le par-air, le coupe-vapeur qui est en dessous de la dalle de béton, et le sol naturel. L'ouverture d'aspiration ne doit pas être obstruée. Ça ne doit pas être bloqué. Et je vais vous dire que c'est probablement 6 ou 7 fois sur 10 au Québec, quand je fais des nouvelles constructions, pas des nouvelles constructions, mais on va installer un système pour une nouvelle construction et c'est le plombier qui a fait l'installation. Je vais expliquer pourquoi tantôt, mais il met un cap dans le bout de ce tuyau-là. Si le tuyau qui est en dessous de la dalle, il y a un cap au bout, ça ne fonctionne pas. Ou ça ne fonctionne pas bien. On va voir. Et il doit être disposé de manière que l'air puisse être extrait de tout espace compris entre le par-air et le sol. Donc, on vient faire une succion dans cette couche de pierre concassée nette, là, essentiellement. C'est ce qu'on veut faire. De cette façon, le système d'extraction maintiendra une pression négative au-dessous du sol. Et quand on parle de pression négative, rappelez-vous que ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on veut atteindre une pression qui est moindre de ce qui est au sous-sol. Donc, dans ce cas-là, la pression au sous-sol va empêcher le radon de rentrer. La disposition et l'emplacement des orifices d'aspiration du système peuvent avoir une incidence sur la conception lorsque la semelle sépare une partie de l'espace compris au-dessus du plancher. Qu'est-ce qu'on fait référence ici? Si vous avez un mur porteur
et le mur porteur traverse votre sous-sol de bout à l'autre. Et normalement, dessus du mur porteur, vu que ça a beaucoup de poids dessus, elle a une footing en dessous. Fait que si vous avez une footing qui traverse le centre de votre sous-sol de bout à l'autre, et on fait une succion sur un côté, rendu au mur porteur avec le footing-là, notre succion ne traverse pas l'autre côté. Ça agit un peu comme un barrage. Fait qu'à ce moment-là, il faut prévoir peut-être 2 points de succion, une chaque côté de ce mur porteur-là, pour qu'on soit capable de créer une succion des 2 côtés, pas seulement sur un côté. Fait qu'on va voir ça tantôt, là, qu'est-ce qu'il faut faire. Système d'étanchéité à l'air, les murs, les plafonds, les planchers qui séparent un espace climatisé d'un espace non climatisé ou du sol doivent comporter un système d'étanchéité à l'air. Protection continue. Donc, ce plastique-là, le coupe-vapeur qu'on met par-dessus la pierre concassée, il faut que ça soit bien scellé. Si vous avez des déchirures, si vous avez des tuyaux qui passent à travers, il faut sceller autour de ces tuyaux-là. Il faut que cette coupe-vapeur-là soit bien scellée. Sinon, le radon passe. Il y a possibilité qu'on va avoir des problèmes de radon à ce moment-là. Si on veut empêcher ou minimiser l'infiltration du gaz radon, ce plastique-là, ce coupe-vapeur-là, ce barrière à l'air est très critique. Il faut mettre des efforts pour que ça soit bien scellé. Les matériaux utilisés comme membrane de protection contre l'infiltration d'air, donc on ne peut pas utiliser juste n'importe quel plastique. Il faut que ce soit un coupe-vapeur qui est certifié par la norme canadienne CGSB 5134. Hein. Donc, ce n'est pas juste n'importe quel plastique. Là. Souvent, encore là, l'entrepreneur peut utiliser du plastique heavy duty. Ce n'est pas un coupe-vapeur certifié. Et souvent, ces plastiques-là sont faits avec des matériaux recyclés. Et dans l'espace de peut-être 10 ans, c'est tout décomposé. Donc, ce n'est pas le cas avec des pare-vapeurs certifiés. C'est fait avec des matériaux neufs et ça ne se désintègre pas en dessous de la dalle à ce moment-là. Si le plancher sous la dalle est une dalle de béton, la membrane de protection contre l'infiltration doit être posée sous la dalle, pas par-dessus. Encore là, vous allez probablement avoir des chevauchements si vous installez ce plastique-là. Fait qu'il faut que ça soit chevauché au moins 1 pied ou 300 mm, une par-dessus l'autre. Il faut que ça soit scellé. Parce que sinon, ben, si on met juste les deux couches, les 2 feuilles une par-dessus l'autre, puis on ne scelle pas, encore là, c'est un endroit où le radon peut passer. 4, si la membrane de protection contre l'infiltration de l'air est installée en conjonction avec un plancher sur sol ou au-dessus d'un plancher sur sol, encore là, son installation doit être conforme à 9.25.3.3. Fait que il faut sceller. On va répéter ça souvent. Il faut sceller, bien sceller. Parce que si vous avez des endroits où ce n'est pas scellé, le radon va passer. Le joint entre le plancher du sol et la face intérieure des murs adjacents doit être étanché au moyen de mastic ça. Donc, en temps normal, ici, on fait référence, on monte notre coupe-vapeur qu'on a par-dessus la pierre qu'on a cassée, en dessous de la dalle. On le monte sur le mur, puis on le colle au mur de béton avec de calfeutrage acoustique, comme exemple. On a des petits dessins dans le Code national du bâtiment. Et ici, ça donne une description là, de qu'est-ce tous les articles de code qu'on a vus, qui vient comme décrire un petit peu ici. On sait que l'endroit propice, que le radon s'infiltre à l'intérieur de votre sous-sol, c'est ce fameux joint ici, là, entre le mur de fondation et le rebord de votre dalle de béton. Et en passant, souvent, le rétrécissement de cette dalle-là ne se fait pas rapidement. Des fois, ça peut prendre une couple d'années. Dans certains cas, ils disent ici mettre calfeutrant. Durant la construction, souvent, les calfeutrants ne collent pas bien sur du béton qui
qui n'est pas mûri. Et avec le temps, ben, il va y avoir plus de rétrécissement avec cette craque qui va se ramasser être plus large. Fait qu'ici, c'est pour ça qu'on dit votre par vapeur, par air, coupe vapeur, de venir le coller au mur ici. Fait que même si cette craque-là, ça forme, votre plastique il va empêcher le radon de passer à cet endroit-là. On va voir ça un petit peu plus loin avec d'autres diapos. Donc ici, système de par-air, contrôler l'infiltration du radon est requis. Si vous avez un vide sanitaire, qu'il n'y a pas de dalle de béton, bien, il faut mettre un coupe-vapeur ou un par-air par-dessus le sol à ce moment-là. L'étanchéité de l'air est exigée. Si vous avez des trous, vous avez un puisard où on peut mettre une pompe submersible, comme exemple. À ce moment-là, bien, il faut mettre un couvert scellé. Sinon, c'est une autoroute pour que le radon s'infiltre à l'intérieur de votre sous-sol. Le beau gros trou en dessous du bain, de la douche, il faut prendre les moyens pour sceller. Sinon, c'est une autre autoroute pour que le radon s'infiltre à l'intérieur de votre sous-sol. Donc, n'importe quelle ouverture, il faut empêcher le radon de passer. Tous les bâtiments résidents doivent être équipés d'un tuyau de connexion de départ. Ça, c'est le fameux tuyau qui passe à travers de votre dalle de béton, peut-être 12 pouces au-dessus de votre dalle, et on le capte. Fait qu'on doit être équipé avec ce genre de tuyau-là. Dépressurisation active du sol en utilisant les critères de performance ou méthode en utilisant les critères prescriptifs. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Quand on parle de méthode en utilisant les critères prescriptifs, c'est qu'est-ce qu'ils vous disent de mettre dans le code. Donc, ici, on parle dans le code, mettre la pierre concassée en dessous de votre dalle de béton, 4 pouces d'épais. Si vous êtes dans le Grand Nord et vous n'avez pas accès à de la pierre concassée, c'est à ce moment-là, on va utiliser d'autres produits qui vont nous donner peut-être le même rendement que la pierre concassée. On va voir d'autres types d'installations qu'on peut faire si on n'a pas de la pierre concassée qui nous permettrait d'aller créer cette baisse de pression en dessous de la dalle qui va faire en sorte que ça fait le même job que la pierre concassée. Quand on parle de critères de performance, c'est ça qu'on fait référence. Les tuyaux et l'équipement de dépressurisation doivent être capables de maintenir une pression négative. Et quand on parle de la terme pression négative, c'est qu'on va abaisser la pression comparativement à ce que c'est dans le sous-sol. Et si on peut le baisser pour que ça soit moins, la pression dans le sous-sol va empêcher de rentrer le radon à ce moment-là. Et négative en dessous de la totalité. Et pourquoi qu'on dit la totalité? Des fois, on peut avoir des blocages, comme un footing d'un mur porteur. Des fois, on peut créer une succion sur un côté, mais on ne peut pas aller sur l'autre côté parce que c'est bloqué avec cette footing en dessous d'un mur porteur, comme exemple. Fait que des critères prescriptifs, la pierre concassée nette, au moins 4 pouces d'épais, 100 mm. Et tuyau pour la connexion de départ doit être bouché au-dessus de la dalle ou la membrane. Donc, ce tuyau qu'on va passer à travers la dalle, tuyau de 4 pouces en passant, il faut qu'elle soit capée. Pas avec du duct tape, pas avec du top tape, avec un cap. Il nous donne ici des options pour ce fameux petit bout de tuyau-là. Fait qu'ils vous disent, prends un petit bout de tuyau, direct dans le centre de votre sous-sol, passe ton tuyau, viens l'accoter sur la pierre concassée et ça va faire la job. Pourquoi qu'il vous demande d'aller mettre ce tuyau-là dans le centre du plancher? C'est parce que, comme exemple, si on se mettrait dans un coin et votre maison elle a 30 pieds par 40 pieds, le sous-sol, comme exemple, de ce point de succion-là, de ce tuyau-là que vous passez à travers, qui est dans votre coin, un des coins du sous-sol, pour aller chercher le radon complètement à l'autre bout du sous-sol, là, en diagonale, le coin opposé en diagonale, il faudrait voyager 50 pieds pour aller chercher le radon à travers la pierre concassée, pour 50 pieds de long.
50 pieds, là, ça fait quand même si c'est de la pierre concassée, là, ça fait quand même une résistance là, au mouvement d'air, au flux d'air. C'est pour ça qu'ils nous demandent, mets-les proches du centre, pour qu'à ce moment-là, dans toutes les directions, à partir du centre, on va être capable d'aller chercher le radon dans tous les coins et on aura tout simplement peut-être à voyager 15, 20, peut-être 25 pieds maximum. Ça prendra à ce moment-là un ventilateur qui est beaucoup, beaucoup plus petit, si on a seulement 20 pieds pour aller chercher le radon dans chaque coin, versus dans un coin de la maison et on a 50 pieds pour aller chercher le radon. Donc, ici, le principe, c'est la question de distance, à partir du centre jusqu'à l'autre bout. Le membrane, le par-air, le coupe-vapeur, parce que là, il faut faire un trou à travers cette membrane-là pour installer le tuyau-là. Il faut s'assurer que c'est scellé entre la membrane et notre tuyau. Sinon, bien, ça va être un endroit où le radon peut s'infiltrer autour du tuyau à ce moment-là. Il faut que ça contienne ce petit bout de tuyau-là, un cap scellé hermétiquement. Il faut qu'on identifie que c'est pour le radon. Il faut que ça soit au moins 4 pouces de diamètre ou 100 mm. Et si on a des longueurs, bien, on doit mettre une étiquette à tous les 6 pieds ou 1,8 mètres ou changement de direction. En pratique, cette technique-là, c'est rarement utilisé. Pourquoi? Parce que quand ils vont venir couler la dalle de béton, il y a une bonne chance qu'il y ait un gars qui donne un bon coup de pied dessus puis ça se ramasse dans le coin du sous-sol. Il y a des bonnes chances que si ça reste en place, que ça soit tout croche. Une fois qu'ils ont fini de couler la dalle de béton, on va mettre une pression dessus. Et à ce moment-là, ça se ramasse, c'est tout croche. Et à part de ça, qui veut voir ça dans le centre de son sous-sol? Un beau gros tuyau blanc là, qui sort du sous-sol. Qui veut voir ça au milieu du sous-sol? Donc, c'est une technique qui est peu utilisée. On va voir c'est quoi d'autre que le code nous donne comme exemple qu'on peut utiliser. Dans ce cas ici, c'est un peu la même chose, mais on met un coude. Et le coude se trouve être dans la couche de pierre concassée. Un petit peu plus solide. Il y a des bonnes chances que ça ne se ramasse pas dans le coin parce qu'il y en a un qui a donné un coup de pied dessus. Là. Ça va être plus solide. Ça peut quand même se ramasser tout croche une fois que tu coules le béton autour. C'est sûr, où ça traverse le par-air ou le coupe-vapeur, il faut que ça soit bien scellé. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu plus solide que la première option. Mais encore là, la grosse question, qui veut voir ça au centre de son sous-sol? Donc, c'est une autre technique qui est rarement utilisée. La troisième technique, c'est qu'il nous demande de mettre peut-être le tuyau proche du mur extérieur de fondation et d'amener le tuyau pour que le bout du tuyau soit proche du centre de plancher. Je dirais que ça, c'est la technique qui est le plus utilisée. Parce que, encore là, on peut cacher ce tuyau-là dans la salle de fournaise, salle mécanique, salle d'eau, salle d'entreposage, etc. Fait qu'il ne serait pas nécessairement dans le centre du sous-sol à ce moment-là. C'est ça le dessin que l'APCHQ et beaucoup d'organisations fournissent à leurs membres, que ce soit des plombiers, que ce soit des entrepreneurs et tout ça. C'est ça le dessin, parce que c'est un dessin qui sort du Code national du bâtiment. Et c'est ça qu'il leur fournit. On parle, dans ce dessin-là, là, on ne parle pas de type de tuyau qu'on voit ici. Donc, si on regarde ça, c'est un tuyau plein. Et au bout, on a ça ici. La grosse majorité des plombiers vont regarder ça et vont dire, bien, ils nous demandent de mettre un cap sur le tuyau qui sort. Et si je regarde le petit rectangle ici, c'est le même petit rectangle qu'on voit ici. Ils nous demandent de mettre un cap. Ils mettent tout un cap au bout de ce tuyau-là. Nous, on vient pour
installer notre ventilateur parce qu'il y a un problème de radon, on coupe le cap, on met notre ventilateur, on sort par le mur de fondation et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le plombier a mis un cap au bout du tuyau. Ils vont dire, ben ouais, ben oui, j'ai mis un cap, mais j'ai du tuyau perforé. Ben, le tuyau perforé, c'est souvent, ils vont utiliser du tuyau BNQ, qui a seulement 2 séries de trous. Et les nombres de trous qu'on a, ce n'est pas suffisant. Donc, encore là, même si on met un tuyau perforé, ça ne marche pas. Ça, c'est le gros bobo qu'on voit de nos jours. Parce que nous, on vient pour l'utiliser et ça ne marche pas. Donc, encore là, on peut utiliser un tuyau plein, solide, pourvu que le bout soit ouvert. Et c'est un peu ça le but principal dans le temps qu'ils ont fait ce dessin-là. Mettre un tuyau plein. Et au bout ici, c'est supposé être un grillage. Pour pas que la pierre concassée tombe dans le tuyau. Ce n'est pas bien expliqué dans le code et c'est pour ça qu'avec le groupe de travail présentement, on va apporter des changements pour que ça soit plus clair qu'au bout du tuyau, c'est un grillage que ça prend et non un cap. Fait que, ça s'en vient. On n'attendra pas pour la prochaine version. Là, ça va se faire à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Ils vont éclaircir ça parce qu'ils voient que maintenant, c'est un gros problème. L'autre question, souvent, c'est où on met ce tuyau-là ici qui dépasse la dalle. Et j'ai vu des cas, là, ils mettent ça en arrière de la fournaise et j'ai peut-être un pied entre le mur de fondation et le derrière de la fournaise. De ma grosseur, là, je ne peux même pas m'y rendre. Fait que, souvent, ils vont le mettre dans des endroits où on n'a pas accès. Pour ceux qui ont vu l'émission en 2019, la facture, là, où l'entrepreneur, pas l'entrepreneur, le propriétaire de nouvelles constructions apportait l'entrepreneur en cours parce qu'il avait installé son tuyau en dessous de la dalle et il a porté ce tuyau-là en dessous du panneau électrique. Et l'entrepreneur qui est venu pour installer le ventilateur ne pouvait pas l'utiliser. Fait que le propriétaire, lui, avait payé au-dessus de 1000 $ pour installer ce tuyau-là. Ce n'était pas utilisable. Et à ce moment-là, il amenait l'entrepreneur en cours là, pour qu'il paye pour le système d'atténuation. Donc, j'étais un des experts témoins là, dans cette cause-là. Là. Encore là, bien important de le mettre dans un endroit où on pourrait l'utiliser plus tard. Fait que si à l'extérieur du mur ici, on veut faire une sortie murale, comme exemple, et vous avez une boîte à sort pour enfants, bien, c'est sûr qu'on ne sortira pas là pour envoyer du gaz radon à haut niveau, là, à pleine fesse de l'enfant quand il joue dans sa boîte à sort. Ou s'il y a une galerie de ce côté-là, et tous les samedis matins, quand il fait beau, c'est là que les occupants prennent leur café. C'est sûr qu'on ne veut pas leur envoyer du gaz radon à pleine face. Là. Donc, il faut y penser à la prochaine étape où est-ce qu'on peut envoyer le gaz radon. Il faut le mettre dans un endroit où est-ce qu'on peut l'envoyer à ce moment-là. On peut aussi, dans certains cas, si vous avez du drain français, on peut faire tout simplement tout le tour du périmètre à l'intérieur et venir ici avec un tuyau raccordé là-dessus. Plutôt de l'amener au centre, on passe un tuyau perforé, un drain français, tout le tour à l'intérieur de la fondation, dans cette couche de pierre concassée-là, et ça va faire le même job. Qu'est-ce qu'il y a au bout? Je vais vous dire que la plupart des plombiers pensent que c'est un cap. Et c'est ça qu'ils mettent. Donc, c'est quelque chose pour nous, là, quand on dit au propriétaire, ben, c'est de valeur, mais on ne peut pas utiliser ton tuyau, que lui a payé peut-être 1 200 $ là, pour faire installer par le constructeur. Je peux te dire qu'il est en beau mousé la plupart du temps. Fait qu'ici, on voit l'exemple. Ils mettent du tuyau BNQ avec un cap dans le bout. Ça ne marche pas. C'est des choses qu'il faut éviter à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on doit mettre? C'est un genre de grillage comme ça ici. Et c'est pourquoi? C'est pour empêcher la pierre concassée de remplir le tuyau.
Fait ici, un exemple, il y a un endroit, j'ai été faire une inspection, fait que j'ai coupé le cap, j'ai mis un grillage. Fait que si on utilise un drain français versus un drain BNQ, à ce moment-là, on y met un genre de grillage. Le but de ça, c'est tout simplement pour empêcher la pierre concassée de tomber dans le tuyau. Dans le Code national du bâtiment, Code de construction du CUPAC, on ne nous dit pas quelle sorte de tuyau utiliser. Et essentiellement, ça n'a pas grande différence pourvu que le bout est ouvert. Encore mieux, si on peut mettre un tuyau perforé. La meilleure pratique, c'est de mettre un tuyau perforé à ce moment-là. Quand on met ces tuyaux-là, si c'est un tuyau solide, puis on peut l'utiliser, le tuyau solide, il faut s'assurer qu'on a une pente à partir du coude, où ce que ça traverse la dalle de béton, jusqu'au centre. Il faut qu'il y ait une pente descendante jusqu'au centre. Pourquoi? C'est parce que quand on va chercher le radon en dessous de la dalle de béton avec un système, avec un ventilateur, on va sortir en temps normal l'équivalent de 1 gallon à 2 gallons d'eau par jour en termes d'humidité qui vient du sol. Fait un système d'atténuation qu'on installe pour le radon, pour aller chercher le radon dessus de la dalle, agit un peu comme un déshumidificateur en même temps. Et on va avoir tant d'eau que ça qui va passer à travers le système. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas installé un ventilateur, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir de la condensation dans le tuyau et ça va remplir votre tuyau. Mais la journée que vous mettez un ventilateur dessus parce qu'il y a un problème de radon, vous allez avoir tant d'eau que ça qui va passer dans votre système. Et si vous avez une mauvaise pente, vous allez voir un peu comme qu'on voit ici à gauche, dans le bas du diapo, ça va se remplir d'eau. Parce qu'ici, on est obligé de passer en dessous des tuyaux de plomberie. Donc, on se ramasse avec une contre-pente. Et les plombiers ne pensent pas à ça, qu'il y a tant d'eau qui va passer dans notre système. S'emplit d'eau et quand on met le ventilateur, vous allez attendre un peu comme le son glou, 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 toute la journée, tout le soir. Donc, ça devient tannant pour les occupants et ça ne fonctionne pas. C'est une autre raison que ça ne fonctionne pas. Les tuyaux BNQ, encore là, c'est très populaire, mais le problème, il y a seulement 2 séries de trous. Et on dit tout le temps, si vous utilisez ce tuyau-là, assurez-vous qu'il y a une des séries de trous proche du coude qui pointe vers le bas pour empêcher un peu l'accumulation comme qu'on voit ici. Là. Fait que si ça, c'était un tube perforé BNQ et on avait des trous en dessous, ça ne s'accumulera pas dans le tuyau comme qu'on voit ici. Ça drainerait dans la couche de pierre concassée. Donc, encore là, souvent les plombiers vont mettre les 2 trous en l'air et le tuyau s'emplit d'eau. Nous, on utilise surtout des tuyaux perforés, un drain français. Avec ces tuyaux-là, ils ont des trous tout le tour. Fait que s'il y a de l'eau qui s'accumule dedans, on va drainer à ce moment-là. Et ils vendent toutes sortes de salettes qu'on peut installer par-dessus le drain français pour installer notre tuyau à ce moment-là. On voit l'exemple ici, qu'est-ce que ça a l'air d'un tuyau BNQ. En passant, le tuyau BNQ, ça a une paroi de mur qui n'est pas très épais, à peu près un 8e de pouce. On ne peut pas utiliser ce tuyau-là au-dessus de la dalle. C'est fait seulement pour installer sous dalle. Ça n'a pas de protection UV. Fait que si vous le mettez au-dessus de la dalle de béton et le soleil le touche, elle va venir sec comme de la vitre. Et le manufacturier, pour cette raison-là, n'autorise pas l'installation au-dessus de la dalle. Hors sol, à l'autre bout. Et si comme j'expliquais, si vous l'utilisez en dessous de la dalle, assurez-vous qu'il y a des séries de trous qui pointent vers le bas pour drainer l'eau. Fait qu'ici, les bonnes pratiques, c'est des capuchons collés. Et on identifie dessus les étiquettes pour le radon. À éviter, ça on en voit souvent, il n'y a pas de cap du tout, du cap orange,
du tape, top tape, du ciment, cap blanc. Ici, c'est un genre de drain, là, couvert de drain. Fait que c'est toutes des choses à éviter. Ça, ça va permettre le radon de s'infiltrer à l'intérieur du sous-sol. Quand on a ce genre de tuyau-là, et encore là, comme j'expliquais, les plombiers, ils mettent un cap au bout et après ça, ils nous disent « Ouais, ben, j'ai un tuyau perforé. » Ça va fonctionner. Quand vous allez le remblayer avec votre pierre concassée, là, devine qu'est-ce qui se passe avec tous les trous qu'il y a des tuyaux. La pierre concassée vient les bloquer partiellement. Dans certains cas, presque au complet. À ce moment-là, nous, on essaye d'aspirer l'air pour créer une baisse de pression en dessous de la dalle. Puis tous les trous qu'il y a dans le tuyau sont partiellement bloqués. Et pour cette raison-là, ça ne fonctionne pas. On voit même ici, j'ai pris une photo à l'intérieur du tuyau. Là. On voit la pierre concassée dans certains cas là, qui tombe dans le trou, là, qui vient bloquer le trou. Nous, on essaie de faire une succion en dessous de la dalle avec un ventilateur. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Si on compare ça avec un drain français, si on regarde le côté du drain français, là, on dirait qu'il y a comme des montagnes et des vallées. Les trous sont toujours des vallées, comme qu'on voit ici. Et la pierre concassée, dans certains cas, vient s'accoter dessus, mais elle ne vient pas bloquer le trou. Fait que vous allez avoir une meilleure performance avec un drain français versus un drain BNQ là, avec des parois lisses à ce moment-là. Et l'autre chose, avec un drain français, vous avez des trous tout le tour. Tandis que le tuyau BNQ, seulement sur 2 séries de trous. Si on veut augmenter le montant d'air qui rentre par le bout de notre tuyau, on peut le faire de différentes manières. On peut utiliser des T. On a 2 entrées. On peut utiliser 2 T, 3 entrées. On peut utiliser dans le bout, là, on peut mettre un bout de drain français à chaque côté. Ça va venir augmenter l'efficacité, où ce que l'air va rentrer dans notre système. Ici, il y a des salettes qui se vendent. On le met par-dessus le drain français et on fait juste découper pour le tuyau. On voit ici, là, on met un grillage dans le bout de notre tuyau. Encore là, c'est tout simplement pour empêcher la pierre concassée de tomber dans le tuyau. On voit des installations ici. Dans certains cas, on passe après le plombier. Donc, on compétitionne pour où est-ce que nos tuyaux vont passer. Dans certains cas, il faut passer en dessous des tuyaux de plombier. Donc, un tuyau, un drain français, c'est plus flexible que si j'aurais utilisé du tuyau BNQ à ce moment-là. Ici, on voit des endroits où ils ont percé le coupe-vapeur pour passer le tuyau et ils n'ont pas scellé autour. Donc, tous les endroits là, où ils ont coupé le plastique pour passer le tuyau, là, si vous ne scellez pas ça, à ce moment-là, le radon va passer. Ici, c'est un exemple où on a scellé. On a fait l'installation nous-mêmes du coupe-vapeur. Tout partout où le tuyau, ça passait à travers les tuyaux, on scellait bien. Il n'y avait pas de danger pour que le radon passe à ce moment-là. Où est-ce que vous voyez des boîtes ici, normalement, c'est où ce va être le bain. Et à ce moment-là, c'est sûr que le plastique passe en dessous, mais une fois que ça va être coupé par le plombier, lui, il faut qu'il vienne le sceller à ce moment-là. Parce que s'il coupe le coupe-vapeur ou le pareur, c'est sûr que le radon va passer. Ici, c'est un peu ce qu'on voit typiquement. Là, le plombier ne scelle pas. En dessous du bain là, ou de la douche, on voit la pierre concassée. Et beau gros trou. Si vous ne scellez pas ça, c'est sûr que le radon va rentrer. On voit ici des beaux gros trous. Là. Même ici, on a un couvert là, au sous-sol pour un puisard. Ben, c'est sûr, c'est toutes des autoroutes pour que le radon s'infiltre à l'intérieur à ce moment-là. On utilise souvent de l'uréthane giclé. C'est très rapide.
et ça fait la job. Donc ici, on a rempli le trou là, avec l'uréthane giclé. Des choses qui peuvent être faites rapidement, puis quand même, ça fait un scellement quand même assez efficace. Il faut sceller, on dit qu'il faut sceller votre plastique contre le mur de fondation en béton. Dans certains cas, on peut aussi le coller sur la footing. Fait qu'ici, on l'a collé sur la footing. On dit que la meilleure pratique, c'est bien coller ta membrane au mur. Pas toujours évident, parce que des fois, quand ils vont marcher dessus pour couler le béton, des fois, ça va venir déceler là, au mur. Fait que, des fois, en le faisant sur la footing, le pesanteur de la dalle va venir écraser le calfeutrant que vous allez mettre et ça vient sceller quand même assez bien. C'est différentes techniques là, que tu peux utiliser. Mais ici, on voit qu'il y a eu beaucoup de rétrécissement de la dalle, mais le radon ne peut pas passer parce que votre plastique là, est scellé au mur. Fait qu'elle va essayer de passer, mais même s'il y a une grosse craque là, ta feuille de coupe-vapeur ou barrière à l'air va empêcher le radon de passer. C'est ça qu'on veut. Parce qu'on sait que ça va se produire, cette craque-là. Là. Avec le par-air, mais ça va empêcher de passer. Ici, on va parler des fiches techniques qui sont fournies par APCHQ. C'est quoi les points faibles? Bien, je vais vous montrer ça. Fait que d'autres, ils demandent que vous mettez des feuilles de styrofoam sur le mur qui vient à côté sur la footing. Vous mettez une autre feuille de styrofoam sur la pierre concassée et on met le coupe-vapeur par-dessus les feuilles de styrofoam. Le gros problème avec ça, c'est que le radon va passer en arrière des feuilles pour rentrer. Fait que vous avez un coupe-vapeur qui est sur les feuilles, mais le mur de fondation, là, il n'est pas lisse. Fait que quand vous allez mettre vos feuilles de styrofoam sur le mur, c'est sûr qu'il va toujours avoir un petit espace en arrière pour que le gaz s'infiltre. Fait que le gaz, souvent, ça fait un bypass, ça passe en arrière des feuilles et ça rentre à l'intérieur. Donc, c'est un point faible avec les fiches techniques de l'APCHQ et c'est ça qui fournit la plupart du temps leur plombier et le constructeur. Fait qu'on a fait beaucoup de maisons neuves qui ont été construites dans les derniers 5 ans qui ont un problème de radon pour cette raison-là. Et dans bien des cas, avec les maisons, c'est pas tout le temps le sol naturel qui est le problème. Des fois, c'est la pierre concassée qui vient de mettre en dessous de la dalle de béton, qui est contaminée avec l'uranium et l'uranium, qui fait en sorte qu'il y a un problème de radon. Donc, des fois, on se pose la question, pourquoi moi, j'ai un problème de radon et mon voisin n'en a pas? Des fois, la pierre concassée qui a été mise en dessous de la dalle, elle ne vient pas de la même endroit. Ou le constructeur qui a construit celle du voisin, lui, il a pris les précautions nécessaires pour bien sceller le par-air à ce moment-là. C'est un peu ça qui fait la différence. Fait que dans ce cas ici, avec cet exemple-là, qu'est-ce qu'on aurait pu demander au constructeur? C'est prendre une feuille de par-air, peut-être une vingtaine de pouces. Fait qu'on vient le sceller au mur de fondation avant de mettre le panneau de styrofoam. On installe notre panneau de styrofoam. Et l'autre bout, on va venir peut-être juste le taquer temporairement au mur. On va avoir le styrofoam au sol, c'est par-dessus la pierre concassée. On a une coupe-vapeur là-dessus. Et on peut venir à un moment donné sceller. Sel du mur avec le sel du plancher et le sel qui est scellé en dessous. Avec une petite strip de 20 pouces, là, j'ai eu à travailler avec une couple de constructeurs et c'est ça que j'ai demandé de faire. Fait un peu qu'est-ce qu'on voit ici. Ils l'ont scellé en arrière du mur et à ce moment-là, ils ont eu tout le scellé à la surface des panneaux après. Si vous avez une footing, comme qu'on voit ici, un mur porteur, il faut faire prendre des précautions pour s'assurer qu'on est capable de créer une dépressurisation des deux zones, chaque côté de la footing. Dans ce cas ici, ça peut être un tuyau là, qui traverse la footing à ce moment-là. Comme j'ai mentionné, dans le Grand Nord, on n'a pas des fois accès à la pierre concassée. Il y a d'autres produits. On peut avoir des panneaux de tapis géotextiles
textile ou des panneaux styrofoam, là, où le dessous, là, on peut faire une circulation d'air en dessous des panneaux. Fait qu'on est capable d'accomplir la même dépressurisation que si on aurait la pierre concassée à ce moment-là. Fait que c'est d'autres matériaux qu'on peut utiliser qui suivraient les critères de performance à ce moment-là. Un événement passif. Un événement passif, encore là, on va parler ici des meilleures pratiques. C'est essentiellement, jusqu'à date, qu'est-ce qui est dans le code? C'est on sort notre tuyau et on le capte, à peu près à 12 pouces au-dessous de la dalle. Un événement passif, c'est un tuyau qui va passer à travers la maison et va sortir au toit. Et à l'intérieur de ce tuyau-là, vu que ça passe par l'intérieur de la maison, la chaleur autour du tuyau va créer un effet de cheminée à l'intérieur. Et vous allez avoir cet effet de cheminée va venir abaisser les niveaux de radon de la maison naturellement, juste avec un tuyau, pas de ventilateur. C'est la manière qu'on fonctionne. Et si vous avez la chaleur autour, ça va créer un effet de cheminée à l'intérieur et ça va aspirer le radon dans dessous de la dalle et ça va sortir au toit à ce moment-là. Quand on fait des nouvelles constructions, on veut que le tuyau soit le plus droit possible jusqu'au toit. Fait que souvent, ça prend de la planification. On peut prendre les différents plans d'étage, on les met une par-dessus l'autre et on essaie de trouver des murs qui sont presque une par-dessus l'autre pour monter le plus droit possible jusqu'au toit. C'est une technique qu'on peut utiliser. Bonne planification. On veut éviter de mettre des recoudes, surtout des coudes 90 degrés. Ici, c'est une que j'ai faite pour une cliente. On montait à l'intérieur des murs qui sont une par-dessus l'autre. En utilisant la technique de mettre les plans une par-dessus l'autre, on a trouvé des murs où on pouvait monter. Maintenant, on monte un tuyau de 4 pouces. Fait qu'à certains endroits, on peut demander à un constructeur, là, ce mur-là, ici, comme exemple, fais-le à 2 par 6. Des fois, c'est un petit coin, on peut mettre une boîte, quelque chose comme ça. Fait qu'on travaille avec les constructeurs à ce moment-là. Grosseur des tuyaux, 3 pouces versus 4 pouces. Et si tu laisses ça au choix de constructeur, il va choisir 3 pouces parce que ça rentre dans un mur de 2 par 4. On dit que le 3 pouces peut marcher dans à peu près 3/4 du temps. Mais il y a certaines situations où ça prend un tuyau de 4 pouces. Le tuyau de 4 pouces va toujours fonctionner. Fait que, je dirais, prenez pas de choix, prenez pas de chance, utilisez un tuyau de 4 pouces jusqu'au toit, le plus droit possible. Fait ici, des exemples. Et si vous utilisez un tuyau noir pour votre événement passif, faites sûr qu'il y a des étiquettes tout partout. Parce que tu ne veux pas, dans 5-10 ans, qu'ils décident de faire des rénaux. Et à ce moment-là, le plombier rouvre le mur, puis il voit un beau gros tuyau de 4 pouces noir dans le mur. C'est notre journée chanceuse. On a un tuyau direct là qu'on peut raccorder notre toilette dessus. Si c'est le cas, bien, excuse l'expression, bien, on se ramasse dans M. Fait qu'ici, le plus droit possible, jusqu'au toit. Et on essaie d'utiliser pas plus que des coudes de 22 degrés et demi. S'il y a une offset à faire. Là. Quelle sorte de tuyau qu'on peut utiliser? On peut utiliser du tuyau noir ABS, cédule 40, des tuyaux blancs PVC de 636 qui sont utilisés souvent pour les fournaises à gaz. Tuyau gris, système 15, ça c'est des tuyaux commerciaux pour la plomberie. Tuyau gris XFR, ça aussi c'est des tuyaux de plomberie pour des tours, ou des écoles d'affaires de même, commerciales. Tuyau gris Radon X, IPEX, ils ont sorti avec un tuyau spécialement pour le radon. Tous les raccords, ils ont une étiquette radon dessus. Tous les tuyaux sont marqués radon, 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 toute la longueur du tuyau. C'est fait avec des produits recyclés, tout ça. Pas disponible dans toutes les régions ces temps-ci, mais ça va venir. Tuyau blanc Zyrtec, autre tuyau PVC. Et comme j'ai mentionné tantôt, les fameux tuyaux BNQ, là, SDR 35, c'est non accepté hors sol. Et on dit que de préférence, utilise une couleur autre que le noir, ABS. Pourquoi?
pour éviter qu'un plombier un jour vienne raccorder sa toilette dessus. Fait qu'ici, si vous utilisez un tuyau noir, les étiquettes, gêne-toi pas de la mettre. C'est sûr que quand ça passe à travers d'un espace froid, vu que c'est la chaleur autour du tuyau de cet vent passif-là qui fait en sorte qu'il y a un effet de cheminée à l'intérieur, où est-ce que ça va passer dans un espace froid, comme un grenier, on doit isoler les tuyaux, au moins à un facteur de Heiderwit. Ici, on a un exemple où on a été activé un système là, juste avant Noël cette année et ce n'était pas isolé dans le grenier. On voit que le tuyau était plein de glace là, à l'intérieur. Ici, on évite des longueurs horizontales non isolées dans le grenier. Encore là, si je veux venir mettre un ventilateur dans le grenier, je n'ai pas d'espace ici. Je ne peux pas mettre mon ventilateur sur une section horizontale parce que la manière dont le ventilateur est fait, ça remplirait, le ventre du ventilateur s'emplirait plein d'eau et ça brûlerait le moteur à rien de temps. Donc, c'est des choses à éviter. Encore là, on évite des longueurs de tuyaux horizontaux parce qu'à chaque fois qu'on a des longueurs de tuyaux horizontaux, on perd de l'effet de cheminée. On doit supporter nos tuyaux à tous les 8 pieds, donc à tous les étages. On utilise des coudes pas plus que 22 degrés et demi pour les offsets. Il faut avoir une contrepente pour que l'eau qui s'accumule à l'intérieur retourne à la source, qui est le sol, le gravier en dessous de la dalle. Ici, on peut voir l'exemple de montant de condensation qu'on a dans ces genres de tuyaux-là, des évents passifs. On voit qu'il y a beaucoup d'eau qui va se ramasser dans les tuyaux. Ici, le client qu'on a vu tantôt dans le grenier, où ce n'était pas isolé, il y avait de mauvaises contrepentes au sous-sol. Il a sorti un chaudière de 5 gallons d'eau de ce tuyau-là. C'est des choses, il faut toujours avoir une contrepente pour permettre à l'eau de retourner à la source. Ici, on a un exemple au toit. On ne veut pas avoir trop de longueur au toit, parce qu'on va sortir du toit. On dit 12 à 16 pouces. Et voici une photo qu'on a prise d'un événement passif l'hiver passé, après les grands froids. C'est pas bloqué. Et on a fait plusieurs événements passifs pour le Centre national de recherche dans les derniers 2-3 ans. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces événements passifs? Parce que les autres veulent savoir, un événement passif, là, on peut avoir une réduction d'à peu près combien? Fait qu'ici, qu'est-ce qu'on fait? Pour un mois de temps, on a mis une valve dans le fond de l'événement passif, juste proche du plancher de béton. Fait que pour un mois de temps, on ferme la valve, donc l'événement passif ne fonctionne pas. Et le mois suivant, on rouvre la valve pour que ça fonctionne. Fait qu'on voit ici à gauche, l'élément passif était ouvert. Et quand on a fermé, là, les niveaux de radon ils ont monté. Et on voit ici, là, ça c'est les niveaux de radon à gauche, là, ils ont monté quand même assez élevés. Et une fois qu'on a rouvert la valve, ça fonctionnait. On voit que les niveaux se maintiennent bas. Fait qu'on a quand même une réduction de radon entre 50 et 80 %, juste avec un tuyau qui monte du plancher de béton jusqu'au toit et sort au toit à ce moment-là. Voici une autre maison qu'on a faite, la même chose. Le vent passif est ouvert, on ferme le vent passif, ça ne fonctionne plus, c'est comme si on n'avait plus. On voit quand même, là, ça monte jusqu'à 1000 dans certains cas. Là. Et à un moment donné, ça baisse en bas de 100. Ici, un autre exemple. Fait qu'on sait qu'un événement passif, ça fonctionne quand c'est bien fait. Les commentaires des entrepreneurs comme moi en atténuation au sujet des installations des systèmes de dépressurisation passive du sol, donc juste le tuyau. Pas d'espace dans les greniers pour installer un ventilateur. Fait que ça, on est appelé, un exemple, pour venir activer le système parce que les niveaux, il n'y a pas eu suffisamment de réduction dans la maison, soit parce que le tuyau était pas mal fait. On a vu comme des photos, là, c'est toutes des sections horizontales. Là, je ne suis pas capable de mettre mon ventilateur dans le grenier. Pas de circuit électrique.
de mon tuyau dans le grenier. Il y en a qui vont raccorder ça à l'élément de plomberie. Pas de contre-pente, comme qu'on a vu. J'ai sorti un 5 gallons d'eau parce qu'il y avait une mauvaise pente, mauvaise contre-pente. Pas de support de tuyau. C'est qu'à ce moment-là, nous, quand on met le ventilateur, il va y avoir une petite vibration des tuyaux. Vous allez attendre de l'écho à travers la maison. Parce que cette vibration-là, si ça touche à la structure, là, vous allez attendre du bruit à travers la maison. Dans certains cas, le tuyau qu'on voit qui traverse la dalle, ils ont oublié de mettre le tuyau, puis avant l'inspecteur il passe, ils ont creusé 2 pieds dans la terre, puis ils ont sorti un tuyau. Fait que nous, on vient, il n'y a pas le tuyau dans la couche de pierre concassée comme qu'on voyait. Quelques zones non traitées, on a vu ça avec le mur porteur, avec le footing. Donc, si on traite un qu'un côté, bien, l'autre côté, c'est sûr que le radon va continuer à rentrer. Aucun joint collé ou mal collé. J'ai vu des joints collés avec du silicone, j'ai vu de la colle ABS sur des tuyaux PVC. C'est toutes des choses qui éventuellement vont faire en sorte que ça va couler. Système actif versus passif. Quand vous avez le tuyau passif, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le grenier, on coupe le tuyau et on met un moteur. C'est aussi simple que ça pour activer le système quand c'est bien fait. C'est quoi la différence? C'est sûr qu'avec un ventilateur, on peut aller chercher une réduction entre 90 et 99 %, tandis qu'avec un EVAP passif, la moyenne, c'est autour de 50 % de réduction. Avec un ventilateur, ça ne nous dérange pas si on a des coups de 90 là, dans le tuyau qui monte au toit, tandis qu'un EVAP passif, ben, tu veux que ça soit le plus droit possible. On évite des coups de 90 là, puis des sections horizontales. C'est sûr que le ventilateur va être installé une fois que les occupants ont rentré et ont testé pour le radon. C'est sûr que les systèmes avec ventilateur sont toujours plus efficaces. Vous allez avoir la plus grande réduction de radon comparativement à un évap passif, juste le tuyau. Les ventilateurs pour les nouvelles constructions sont généralement plus petits que ceux pour les maisons existantes. Pourquoi? Parce qu'on a cette tire-là qui part du centre du sous-sol. On est capable d'aller chercher plus facilement le radon dans tous les coins à ce moment-là. Tandis que les maisons existantes, on n'a pas cette option-là. On se met dans les coins, puis il faut aller chercher le radon à 50 pieds plus loin à ce moment-là. Fait que ventilateur, maximum réduction de radon. C'est passif, bien, on a une réduction de radon, puis on n'a pas les frais pour faire fonctionner le ventilateur à ce moment-là. Plus grande flexibilité pour un ventilateur, ça ne dérange pas si on a des coudes, des sections horizontales. C'est sûr que dans le cas du passif, ce n'est pas le cas. Si on veut avoir plus de réduction, il faut mettre un ventilateur. Et d'autres commentaires, c'est que c'est sûr que responsabilité. Si je touche au système, j'en deviens responsable. Fait que celui qui a fait la tuyauterie, s'il n'a pas bien fait, puis toi, tu viens raccorder ton ventilateur dessus, souvent le propriétaire va se virer de bord et dire « j'ai un problème d'infiltration dans les murs, là, c'est ta faute ». Fait que c'est souvent, ils ne veulent pas se raccorder sur un système à cause de ça. Ils ne veulent pas prendre la responsabilité de la tuyauterie à ce moment-là. Si vous utilisez des tuyaux BNQ SDR35, une des raisons qu'on ne peut plus utiliser ça pour notre système d'atténuation du radon, c'est que l'été, l'air qui va passer dedans, vu qu'il vient du sol en dessous de la maison, va être plus frais que celui à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez de l'air climatisé, là, mais ceux qui n'ont pas, ça fait de la condensation à l'extérieur des tuyaux. Fait que tu peux te ramasser avec de la moisissure des murs, comme qu'on voit sur le ventilateur ici. C'est sûr que si je fais le système au complet, bien, à ce moment-là, je peux garantir tout. Je ne peux pas garantir que ça va bien fonctionner ou qu'il n'y a pas de problème si j'utilise la tuyauterie qui a été faite par d'autres. Et je veux dire que quand je vois ce qui se passe avec les plombiers, les installations, souvent, là, ça ne me tente pas d'activer leur système à ce moment-là. Donc, c'est la fin de cette présentation. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des questions.
De mon côté, je ne vois pas les mains levées. Fait que s'il y en a, dans ce cas ici, si vous avez votre téléphone intelligent, là, vous pouvez prendre une photo. Là, vous avez mon courriel ici, puis mon numéro de téléphone. Fait que si vous avez des questions en cours de route, vous pouvez me rejoindre à ce moment-là. Fait que le courriel, c'est mbroccoupé@gmail.com. Puis le téléphone, c'est 819-449-7751.